Soyez les bienvenus dans Économie le Mac sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, l'arme du boycott. Son usage s'intensifie depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Les campagnes contre les produits israéliens gagnent de plus en plus les territoires palestiniens. Qui les promeut? Quel poids réel pour ces initiatives? Le docteur Ramzi Chalabi sera avec nous dans un instant. Et en parallèle, de nombreux commerçants arabes israéliens déplorent ces dernières semaines une diminution de la fréquentation de leurs enseignes par leurs clients juifs. Avigdor Lieberman, le ministre israélien des Affaires étrangères, a appelé ces derniers jours au boycott des entreprises arabes. Reportage sur le terrain en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et avant tout cela, un point rapide sur l'actualité économique à l'international et des chiffres pour commencer, ce ô combien sensible de la production manufacturière en Chine. Alors elle reste en expansion, vous le voyez, mais avec tout de même un sérieux coup de frein à cette croissance. 50,3 pour l'indice PMI manufacturier HSBC au mois d'août, en première estimation, contre 51,7 le mois dernier. Les nouvelles commandes en Chine sont en ralentissement. On rappelle qu'un score supérieur à 50 est synonyme d'accroissement de la production. En dessous, c'est une contraction. Et sachez aussi que pour la zone euro, l'indice PMI composite s'est établi à 52,8 en août, un chiffre provisoire fourni par Markit. La dynamique de reprise de l'activité semble donc se poursuivre sur le vieux continent. Aux États-Unis, épilogue dans l'affaire des poursuites contre Bank of America avec une nouvelle amende record, 17 milliards de dollars pour la deuxième banque américaine. Elle faisait l'objet d'accusations autour de la crise des subprimes de 2008. La justice américaine reprochait au groupe d'avoir commercialisé des placements complexes et risqués à l'origine de plusieurs milliards de dollars de pertes pour ses clients. L'Est de l'Ukraine, une région à reconstruire. C'est le message qu'a voulu faire passer hier le Premier ministre ukrainien. Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans la région du Donbass sont sur le point de ruiner, dit-il, le potentiel économique de la zone. Les attaques des pro-russes visent l'ensemble des infrastructures, mines, chemins de fer, ponts ou même centrales électriques. La reconstruction pourrait coûter plusieurs milliards de dollars. 1 million de dommages et intérêts sont infligés intentionnellement chaque minute à l'Ukraine. Il est clair que ce sont des actions planifiées à l'avance pour nous étouffer économiquement. La Russie réalise que nous n'avons pas tant besoin de milliards de hryvnia, mais plutôt de la restauration de la région du Donbass. Si le 29 août, le Fonds monétaire international décide de nous accorder 1,4 milliard de dollars, cela signifiera effectivement que nous sommes sur la bonne voie. То це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Et à propos de la Russie, c'est une autre conséquence des tensions entre Moscou et l'Europe. Les exportations allemandes vers la Russie ont chuté de plus de 15% sur les 6 premiers mois de cette année, à 20,3 milliards de dollars. Des données de l'Office allemand fédéral des statistiques. Alors, secteur le plus touché, il pèse 1/5 de ces exportations. C'est celui de l'automobile, moins 24,5%. Et la situation pourrait s'aggraver avec la perspective d'un embargo russe sur les importations de véhicules. L'an dernier, l'Allemagne avait vendu pour 48 milliards de dollars de marchandises à la Russie, soit le tiers du total de l'Union européenne. Des nouvelles de la Libye et du mieux pour la production de pétrole. Après avoir été fermé durant un an, le plus grand terminal pétrolier du pays, celui d'As Cedra, est redevenu opérationnel hier. Sa capacité, 350 000 barils par jour. Et ses dépôts renferment environ 6,5 millions de tonnes de brut qui étaient bloquées depuis l'année dernière donc par des partisans de l'autonomie dans le nord du pays. Du coup, la production nationale continue d'augmenter progressivement. Elle est actuellement de 550 000 barils quotidiens. Et puis au Venezuela, les autorités ne parviennent toujours pas à trouver la solution aux pénuries chroniques de biens de première nécessité, sucre, huile, farine, produits d'hygiène. Hier, le président Nicolás Maduro a ordonné l'installation de dispositifs pour capturer les empreintes digitales. La plupart des secteurs sont concernés, magasins d'alimentation ou stations d'essence. Il s'agit de limiter, de rationner les achats. L'ordre a été donné au ministre de l'économie et de la surveillance des prix de procéder à l'établissement du système biométrique dans les chaînes de distribution et les commerces de la République. La mise en place du système biométrique dans tous les centres de distribution et dans les centres commerciaux publics et privés sera semblable au système de capture d'empreintes digitales des élections, une bénédiction antifraude.
3/4 des fruits et légumes consommés dans les territoires palestiniens proviennent d'Israël. Même chose pour environ 60% des produits laitiers. Mais ces dernières semaines, dans la foulée du conflit entre Israël et le Hamas, diverses campagnes appelant au boycott de ces produits israéliens trouvent un écho parmi la population. Alors qui a le plus à y perdre? On regarde ce sujet d'Anthony Lesme. Le boycott des produits israéliens a gagné les territoires palestiniens. En réaction à l'intervention israélienne qui a causé la mort de centaines de civils gazaouis, les supermarchés ont décidé de pointer la provenance israélienne de leurs produits, voire de les enlever de leurs rayons. Un mouvement en ampleur sans précédent en Cisjordanie depuis la première intifada à la fin des années 80. Nous nous sommes débarrassés de tous les produits israéliens du supermarché. Ils ont été remplacés par des substituts locaux. Afin de mobiliser les Palestiniens, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux et dans les magasins de Cisjordanie. Des applications ont été créées afin que le consommateur ne choisisse pas un produit boycotté et des spots télévisés ont été diffusés. Des militants ont fait le tour des rayons pour recouvrir les produits israéliens d'autocollants proclamant « Boycotter Israël ». Une campagne suivie d'effets à Ramallah. Actuellement, j'ai changé mes habitudes et j'ai cessé d'acheter des produits israéliens à cause de la guerre contre Gaza. Maintenant, nous n'achetons que des produits palestiniens. Ce n'est pas une décision individuelle, je la partage avec ma famille. 75% des fruits et légumes consommés dans les territoires palestiniens viennent d'Israël, tout comme 60% des produits laitiers. Cette dépendance ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais peut s'atténuer au profit du marché local. Les entreprises cisjordaniennes ont d'ailleurs dopé leur production ces dernières semaines. Je peux vous dire que la production de notre usine a augmenté environ de 30 à 40%. Nous avons créé de nouveaux emplois et nous sommes en train de travailler des heures supplémentaires. Après le boycott, je pense que la part palestinienne du marché laitier a dépassé le seuil de 60 à 65%. L'économie israélienne n'est pas encore touchée par cette politique de boycott. Selon le Bureau israélien des statistiques, les exportations vers l'autorité palestinienne représentaient un peu plus de 6% d'un volume total de 12,9 milliards. Toutefois, si le conflit avec Gaza se poursuit, les pressions au boycott pourraient s'intensifier et impacter l'économie de l'État hébreu. Voilà pour ce sujet d'Anthony Lesme. Et nous accueillons sur ce plateau le docteur Ramzi Chalabi. Bonjour, bienvenue à vous. Vous présidez l'ONG Tsofen qui œuvre notamment à la meilleure intégration des Arabes israéliens dans l'économie israélienne et notamment dans le secteur du high-tech. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Tel Aviv, ancien chef du conseil régional d'Aliat Al-Karmel et vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université de Tel Aviv. Alors d'abord, première question par rapport à ce sujet qu'on vient de voir. Qui organise, qui finance ces campagnes et comment vous expliquez le succès de ces opérations? Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui soutiennent le boycott, particulièrement la Turquie ou le Qatar. Dans le passé, l'autorité palestinienne restait distante de ces politiques, mais désormais je pense que l'autorité palestinienne soutient ce genre de pratiques. Surtout en encourageant les entreprises locales par un rabais sur les taxes, sur les notes d'électricité ou des choses comme ça. To boycott Israeli products by giving them incentives like low taxation and low bill even in the electric services. Je crois que désormais l'autorité palestinienne pense que ces pratiques de boycott peuvent marcher. Donc les choses ont changé un petit peu avec ce dernier conflit parce qu'on sait que par le passé, Mahmoud Abbas s'était opposé officiellement au boycott des produits israéliens. I think that indirect effect. Je pense que d'une manière indirecte, Mahmoud Abbas soutient ce boycott. On exerce une grande pression sur lui afin qu'il soutienne la population gazaoui qui subit la guerre et de difficiles conditions de vie. Donc je pense que Mahmoud Abbas essaie d'équilibrer sa politique entre son soutien à ce genre de boycott et l'appui des Israéliens et du reste du monde. Et vous pensez qu'un boycott sérieux des produits israéliens, ça pourrait nuire à une certaine partie du commerce israélien au niveau de l'offre, avec des manques peut-être de certains produits?
Je pense que ce genre de boycott peut causer des problèmes à l'économie israélienne. Serait surtout concerné le secteur alimentaire qui exporte pour plus de 280 millions de dollars par an de marchandises à l'autorité palestinienne. Mais ce boycott aurait pour conséquence aussi de fragiliser encore plus l'économie palestinienne, qui est déjà très faible. On sait que l'autorité palestinienne s'est largement endettée auprès des banques, mais aussi auprès de la compagnie israélienne d'électricité et du secteur privé. Si l'économie israélienne risque d'être touchée, les Palestiniens encourent un danger de destruction de leur économie. Et vous pensez que l'offre locale au niveau des territoires palestiniens, elle peut à terme se substituer à l'offre israélienne, ou bien de toute façon il va falloir aussi peut-être se diversifier l'offre depuis l'étranger aussi? Absolument pas. Le PIB de l'autorité palestinienne représente seulement 4 milliards de dollars. Et le salaire moyen est seulement de 560 dollars. Même pas le quart du salaire israélien. Il existe beaucoup d'accords, beaucoup de produits, beaucoup de choses qui sont communes à l'économie palestinienne et israélienne. Je pense qu'on ne peut pas isoler l'une et l'autre. Ce serait mettre à néant toutes les unions douanières, la proximité des deux marchés. Globalement, l'économie palestinienne est dépendante de l'économie israélienne. Donc des liens économiques assez inévitables, assez incontournables. En tout cas, merci beaucoup, docteur Ramzi Halabi, d'avoir accepté notre invitation. Thank you. Alors en parallèle de ces campagnes côté palestinien, plus discrètement, c'est une autre forme de boycott qui apparaît côté israélien. De nombreux commerçants arabes ou druzes déplorent qu'une partie de leur clientèle juive déserte leurs enseignes par choix ou par peur également. Là encore, c'est la conséquence directe du conflit. Alors comment parvenir à restaurer la confiance? C'est un reportage de nos confrères de la deuxième chaîne israélienne. J'ai débranché le réfrigérateur, les chambres sont vides, il n'y a pas de travail, ça fait mal, c'est dommage, il y a l'air, la vue, mais tout est vide alors que c'est la meilleure saison l'été. Samar Ganen est la propriétaire de cette auberge, dans le village druze israélien de Bet Jan. Depuis le début de l'opération, les annulations se succèdent et la plupart des chambres restent vides. Les clients nous ont dit « un village druze, nous ne sommes pas intéressés ». Et leurs amis n'ont pas voulu venir parce que nous parlons arabe, c'est aussi simple que ça. Samar a pourtant proposé des chambres gratuites pour les résidents du Sud, victimes des frappes du Hamas, dans l'espoir que quelqu'un vienne. Mais personne n'est venu. En Israël, les villages druzes ne sont pas les seuls à souffrir. Les villes à population majoritairement arabe rapportent aussi une nette baisse de leurs revenus. À Nazareth, par exemple, ils ont diminué de 75% le mois dernier. Une chute due à la baisse de la fréquentation touristique, mais aussi au comportement d'une partie des clients juifs qui évitent certains magasins comme ce supermarché. Il y a une chute de près de 40% des clients juifs dans ce supermarché. Mais dans le même temps, il y a une augmentation de 60% de la clientèle arabe. Les juifs ont peur de venir ici et les arabes ont peur d'aller dans les autres chaînes. En juillet, une grève a été lancée dans la communauté arabe israélienne contre l'offensive de Tsahal à Gaza. Des protestations à la suite desquelles le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a lancé un appel pour boycotter les entreprises arabes participant à cette grève. La population arabe paie le prix de sa prise de position. Mais l'ampleur de cet éloignement au cours de ce mois est sans précédent. Je pense que cet appel au boycott est extrême et raciste et n'a pas sa place dans le partenariat économique entre juifs et arabes dans l'État d'Israël. Et je pense que cela cause beaucoup de dégâts. Retour à Bet Jan, dans l'auberge de Samar, où Tal et Michal, une mère et sa fille, sont venus pour soutenir l'activité. Elles expliquent leur point de vue. Dans cette région, on est souvent motivé par la peur. Donc les Druzes et les Arabes, on fait souvent l'amalgame par peur. J'ai l'impression que nous sommes emportés dans quelque chose de très fort, de la haine envers tout ce qui est différent de nous. Dans ce restaurant populaire de cuisine arabe, le mois de juillet a été particulièrement difficile. Les bénéfices ont chuté de 50%, mais le propriétaire se souvient des opérations israéliennes précédentes et il sait que la situation s'apaisera et que les clients reviendront.
Vivre ensemble, ça veut dire se supporter les uns les autres, mais un partenariat, c'est une vraie coexistence entre les Arabes et les Juifs. Et c'est la fin de cette édition d'Économie Le Mag. Merci de votre fidélité et vous pouvez retrouver tous nos programmes en replay sur notre site internet www.i24news.tv et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Et la suite de vos programmes, c'est tout de suite, l'info revient sur i24 News. Restez avec nous.